Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur des extraits assez interpellants intitulés Politique guinéenne, l'échec de l'idéologie ethnique. Bonjour, oui, et ces textes posent d'emblée une question assez frontale, on peut dire. C'est ça. La question, en gros, les leaders politiques en Guinée qui jouent la carte ethnique, est-ce qu'ils le font vraiment pour leur communauté? Et la réponse donnée par ces écrits, elle est sans appel. C'est non, un non catégorique. Voilà. Donc c'est cette affirmation forte qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va essayer de comprendre la logique, les arguments de ces textes. Comment l'auteur voit les motivations derrière ce discours ethnique? C'est ça l'idée? Exactement. Et puis, quelles seraient les conséquences pour le pays, pour les gens, telles que décrites ici, bien sûr. On va décortiquer un peu la perspective de ces sources. Oui, parce que le texte ne fait pas que constater. Il essaie d'expliquer des mécanismes et il pointe du doigt certaines choses selon sa propre analyse. C'est ça. Alors, commençons par cette affirmation de base. Non, ces politiciens ne serviraient pas leur ethnie. Le texte dit même, et je cite en substance, qu'il faut que le peuple arrête de se faire avoir. C'est assez direct. Oui, c'est une mise en garde. Et pour appuyer ça, l'auteur, il analyse ce qu'il décrit comme les motivations réelles d'une bonne partie de la classe politique guinéenne. Et il y a un chiffre qui est donné, qui est assez marquant. Oui, 95%. Le texte affirme que 95% des politiciens guinéens se lanceraient en politique sans véritable idéologie, sans projet sérieux pour le développement du pays. 95%, c'est énorme comme pourcentage avancé par la source. Alors, si c'est pas le développement le moteur, ce serait quoi leur motivation principale d'après ces écrits, Evelyne? Le texte est assez cru là-dessus. Il parle d'enrichissement personnel. Il décrit des gens avides d'argent qui verraient la politique comme un moyen rapide d'accéder aux fonds publics, aux privilèges, avec, et c'est un point clé selon l'auteur, une sorte de sentiment d'impunité sans réelle obligation de rendre des comptes. D'accord. Donc, une recherche de pouvoir pour l'intérêt matériel et cette idée d'impunité. Le texte suggère aussi que ça jouerait sur ce qu'il appelle une immaturité politique de la population. C'est quoi l'idée derrière ça, Evelyne? L'idée développée dans la source, c'est que cette stratégie marcherait en partie parce que le peuple serait, je reprends les termes, immature et pas conscient de ses droits. Ah oui? Donc, selon cette perspective, les citoyens ne seraient pas toujours armés pour voir les manipulations ou pour exiger des comptes sur la base de projets concrets. Et ça laisserait la place à des discours plus mobilisateurs comme celui de l'ethnie. C'est une analyse assez dure de la dynamique politique qui est décrite là. Oui, Et le texte fait un lien avec l'actualité récente, enfin la période depuis 2021. Il dit que l'arrivée au pouvoir du CNRD, le comité militaire, ça aurait été comme un révélateur. En quoi? alors la source observe que ce changement de régime aurait en quelque sorte dévoyé plusieurs d'entre eux. L'auteur cible des personnalités politiques qui, selon lui, se présentaient comme des champions de l'ethnie sous les présidents précédents, Dadis Camara, Alpha Condé, D'accord. mais qui auraient, et là encore ce sont les termes du texte, radicalement changé de langage après l'arrivée du CNRD. Intéressant. Donc, ce changement de pouvoir aurait mis en lumière une certaine inconstance dans les discours d'après ses écrits. Est-ce que le texte donne des exemples précis pour étayer ça? Oui, il cite des noms. Plusieurs figures politiques sont mentionnées pour illustrer ce point. On trouve notamment Bahouri et Ousmane Gawal Diallo. D'accord. L'auteur affirme qu'ils auraient, je cite de mémoire, crié haut et fort qu'il y a un génocide contre les Peuls en Guinée sous Alpha Condé. Ah oui, quand même. C'est une accusation extrêmement grave qui est rapportée là par la source. Les Peuls étant un des grands groupes ethniques du pays. Extrêmement grave, oui. Et c'est ce que rapporte la source. Puis, elle décrit leur positionnement maintenant. Et alors? Qu'est-ce qu'elle en dit? Eh bien, le document prétend que ces mêmes personnalités seraient aujourd'hui, je cite toujours l'idée, d'accord avec le fait que Mamadi Doumbouya, que la source identifie comme Malinké, un autre groupe majeur, empêche tous les Peuls de manifester. Donc la source met en avant ce qu'elle voit comme une contradiction flagrante. Et elle questionne par là la sincérité de leur engagement passé pour la cause Peul, telle qu'elle l'interprète. Je vois. La source utilise ce contraste pour semer le doute sur la cohérence, sur les motivations réelles derrière les positions affichées. D'autres cas sont cités pour appuyer cet argument. Oui, il y a aussi Cellou Baldé, qui est mentionné. Il est présenté aussi comme un ancien cadre de l'UFDG, comme Bahouri et Ousmane Gawal, avant leur départ ou exclusion du parti. D'accord. Et il est rapporté que sa nomination récente à un poste, la source ne dit pas lequel, aurait choqué tout le monde.
Ce choc dans l'analyse de la source, ça suggère un décalage par rapport à ses positions d'avant, ou en tout cas par rapport à ce que les gens attendaient. Un choc, donc quelque chose d'inattendu, une sorte de revirement peut-être, selon l'interprétation. Et il y a un dernier nom cité, Makanera Kake. Lui, comment il est présenté? À Makanera Kake, il est décrit très, très directement par l'auteur comme quelqu'un de connu pour changer de camp à chaque fois que ses intérêts sont en jeu. Donc le portrait qui est fait, c'est celui d'un opportuniste politique, pour reprendre vraiment l'analyse et le ton de la source. Compris. Bon, après ces exemples, la source essaie de dessiner une sorte de portrait robot de ce qu'elle appelle les manipulateurs. Quelles caractéristiques elle leur donne? Alors le profil type que l'auteur esquisse, ça regroupe plusieurs traits. D'abord, le niveau d'instruction. Ils auraient fait un peu d'études, un niveau un peu plus élevé que la moyenne en Guinée. D'accord, une instruction relative mais au-dessus de la moyenne. Quoi d'autre? Ils auraient le verbe facile. La source avance qu'ils auraient compris qu'il suffirait de savoir parler avec des gros mots compliqués pour paraître intelligent. Ah oui. Et donc pour paraître légitime à diriger. C'est une critique assez acerbe de la forme du discours politique, vue comme une sorte de façade. L'idée que la rhétorique, la complexité du langage, ça servirait plus à impressionner qu'à porter une vraie vision. Tiens, d'ailleurs sur la vision pour le pays ou leur parcours pro, qu'est-ce que la source en dit? Le jugement est assez sévère. L'auteur affirme qu'ils n'ont aucune vision pour la Guinée, et même, il va plus loin, certains n'ont aucun métier sérieux en dehors de la politique. Carrément. Oui, ça renforce cette idée développée dans les textes d'une politique qui serait vue non pas comme un service, mais comme une carrière potentiellement lucrative pour des gens qui n'auraient pas forcément d'autre ancrage professionnel solide. Si on suit l'analyse de la source, le portrait est assez sombre, hein. Des individus plutôt instruits, mais sans projet de société clair, doués pour parler, mais peut-être sans substance derrière. Et surtout, motivés par l'intérêt perso avant le bien commun. C'est tout à fait le tableau qui est peint, oui. Et le texte décrit ensuite la stratégie que ces acteurs utiliseraient et les conséquences, jugées désastreuses pour le pays, toujours selon cette perspective. Et quelle serait cette stratégie telle que le texte l'a décrit? La source utilise des mots très forts. Leur tactique serait de diviser pour mieux voler et aussi de semer le désordre pour mieux s'enrichir. L'argument derrière, c'est que la division ethnique, l'instabilité, ce ne serait pas juste des effets secondaires malheureux, non, ce seraient des outils utilisés consciemment pour faciliter l'accès aux ressources de l'État et pour détourner l'attention des vrais enjeux, la gouvernance, le développement. Diviser pour mieux voler, semer le désordre pour mieux s'enrichir, ce sont des accusations extrêmement graves. Ça suggère une instrumentalisation vraiment cynique des divisions sociales à des fins prédatrices, si on suit l'analyse de la source. Absolument. Et l'auteur exprime une sorte de désolation face à cette situation qu'il décrit. Il écrit quelque chose comme « Il n'y a que le peuple qui peine à comprendre que ces gens ne travailleront jamais pour eux ». Il insiste sur la difficulté qu'aurait la population à voir ces manœuvres supposées. Ce qui nous ramène à cette idée d'immaturité politique, de manque de conscience des droits dont on parlait au début, ce qui rendrait les gens vulnérables à ce type de manipulation selon le texte. Exactement. Le discours ethnique est présenté comme le levier principal de cette manipulation constante. Et la conclusion de cette partie des extraits est assez franchante. Si ces discours continuent en politique, le peuple se fera toujours manipuler et il finira le seul perdant en fin de compte. D'accord. Donc, l'ethnicité comme outil politique, c'est dépeint ici comme un piège structurel qui maintient la population dans une position de victime, finalement impuissante. C'est une vision très critique et assez pessimiste de la dynamique politique qui est décrite là. Si on essaie de synthétiser l'argument central qui ressort de ces extraits, Le message principal, tel qu'il est présenté par la source, c'est que la politique basée sur l'ethnie en Guinée serait en grande partie une façade, une construction. Certains acteurs politiques s'en serviraient non pas pour défendre une communauté, mais pour masquer un manque de projets concrets pour le pays et surtout pour s'assurer leur propre accès aux ressources publiques. Et la conséquence directe de cette stratégie, toujours d'après cette lecture des faits, c'est que c'est la population guinéenne dans son ensemble qui en pâtirait. Prisonnière de divisions entretenues artificiellement et privée d'un développement réel. C'est exactement ça. La source dépeint un système où l'appartenance ethnique serait devenue une arme politique au service d'ambitions personnelles. Et ça empêcherait un débat public sain, centré sur les projets, la compétence, la bonne gouvernance.
C'est une perspective très accusatrice, qui met vraiment en cause les motivations et les pratiques d'une partie de la classe politique guinéenne, telle que décrite dans ces documents. Oui, tout à fait. Et cette analyse, aussi critique soit-elle, elle nous amène peut-être à une dernière interrogation, une question qui découle assez logiquement de ce que pose le texte lui-même. Allons-y. Quelle serait cette question? Si on suit le raisonnement de la source jusqu'au bout, c'est-à-dire si on accepte son postulat que la persistance des discours ethniques maintient le peuple dans cette position de seul perdant manipulé, Oui. alors on peut se demander quelles pourraient être les clés suggérées en creux par cette critique pour que la population guinéenne puisse dépasser cette instrumentalisation. Comment, en restant dans la logique du texte, est-ce que le débat politique pourrait être recentré? Recentré sur des enjeux concrets de développement, de redevabilité des dirigeants, de gouvernance efficace, plutôt que de rester bloqué sur ces lignes de fracture ethnique qui seraient exploitées. C'est une excellente question pour conclure notre exploration de ces écrits. Effectivement, si le diagnostic posé par la source est celui d'une manipulation via le discours ethnique au détriment de tous, alors la question des issues se pose. Comment sortir de ce schéma présumé catastal? Le texte ne donne pas de solution miracle, mais sa critique est tellement radicale qu'elle invite, oui, à réfléchir aux alternatives. C'est exactement ça. La question devient qu'est-ce qui pourrait permettre aux citoyens, toujours selon la perspective implicite de cette source, de regarder au-delà de ces appels à l'ethnie et d'exiger des comptes sur d'autres bases? Les projets concrets, par exemple. Oui, les projets, la compétence prouvée, l'intégrité des personnes, une vision cohérente pour l'avenir. En fait, en dénonçant une situation, la source, même sans le dire clairement, elle ouvre la porte à cette réflexion fondamentale sur les conditions nécessaires pour peut-être changer de paradigme dans la vie politique en Guinée. Une interrogation cruciale, en effet, qui mérite réflexion. Merci beaucoup d'avoir partagé cette mise en perspective des idées fortes de ces extraits. Merci à vous. Cette discussion a permis, je crois, de bien éclairer les angles et les arguments spécifiques que cette source propose.